Lemon Furia. Bon, ce soir, émission de folie dans l'émission alternative. Pour la simple et bonne raison qu'on va parler de métrologie. On va parler du mètre et des anciennes unités de mesure. Pas de métro, pas le métro, non, le mètre. Hein. Non, pas du tout. Et on va parler de ça, de pyramides aussi, d'arches d'alliance si on a le temps. Donc on va faire un peu nos Indiana Jones. Génial. Et pour parler de ces unités de mesure et de métrologie pendant l'émission, nous accueillons une personne que j'admire énormément qui s'appelle Quentin Leplat. Quentin, es-tu parmi nous? Salut Quentin. Oui, salut, bonsoir. Salut Quentin. Vous allez bien? Ouais. Alors Quentin Leplat n'est pas de la Vienne ni de Poitiers. Quentin est auvergnat. Et tu vas passer 1h30 avec nous, Quentin, pour la simple et bonne raison que, en fait, toi, tu as fait énormément d'études chiffrées sur plein de monuments à travers le monde, et notamment sur le plateau de Gizeh en Égypte et sur le site de Teotihuacan au Mexique. Et donc, est-ce que t'es prêt justement à nous dévoiler tes découvertes et tes recherches pendant 1h30? Ouais, je suis prêt à aiguiser votre curiosité, parce qu'en fait, en 1h30, ce serait un peu court, mais en tout cas, il y a largement le temps pour susciter de la curiosité et l'envie d'en savoir un peu plus. C'est clair. Et ben écoute, je vais t'expliquer aux auditeurs également un petit peu le déroulé de l'émission. Elle va être découpée en 4 parties ce soir. Dans la première partie, on va s'intéresser justement au mètre, à l'unité métrique 1, quoi, le mètre, voir un petit peu depuis quand il est utilisé, par qui à travers le monde, comment cette unité de mesure est venue. Donc on va s'intéresser à ça. Dans un second temps, on va faire un petit focus sur les différentes unités de mesure utilisées dans le passé. En l'occurrence, je vais en donner quelques-unes. Il y a le yard mégalithique, la coudée, les coudées de Nippur, la coudée nilométrique et la coudée royale notamment. Et puis si on a le temps d'étayer davantage, on parlera aussi de l'empan, de la palme et de... Alors tout ça c'est des unités de mesure, c'est ça? Ouais, utilisées dans l'ancien temps. Dans la troisième partie de l'émission alternative, c'est là où on va un peu débunker tout ça de manière claire. On va voir justement ces unités métriques, comment elles étaient utilisées justement dans les temps reculés, dans l'Antiquité et même avant. Et dans la quatrième partie, justement, en fonction de toutes ces données métriques, et notamment en ce qui concerne la coudée, on s'intéressera à l'Arche d'Alliance, qui fait fantasmer pas mal de monde, et donc voilà, un programme ultra chargé. Quentin, est-ce que t'es prêt? Bah écoute, oui, je suis prêt. Et prêt pour le compte à rebours. Ouais, vas-y, compte à rebours, Matt. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ok, c'est parti. Alors, déjà, avant toute chose, Quentin, je voudrais juste te présenter brièvement, et puis après, si tu veux rajouter des trucs, n'hésite pas. Donc toi, t'es un passionné de métrologie, en fait, et tu as fait des études plutôt scientifiques, on va dire. Et est-ce que tu peux brièvement nous expliquer comment, c'est devenu un intérêt pour toi la métrologie? Alors, moi en fait j'ai une formation à l'origine d'entraîneur sportif, préparateur physique, et en fait j'ai travaillé beaucoup sur l'évaluation des performances des sportifs. Donc en fait j'ai toujours beaucoup manipulé les mesures. En fait, on mesure les distances, on mesure le temps, on mesure des performances, tout ça, c'est quelque chose qui a été présent dans mon activité professionnelle depuis longtemps. Ouais. Et un jour, tout à fait par hasard, je suis tombé sur des informations sur les dimensions de la grande pyramide de Gizeh en Égypte, donc la grande pyramide de Khéops. De Khéops, ouais. Et c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, du moins, si ce n'est à l'école ou dans divers documentaires sur Arte, où j'avais entendu parler de ces monuments, mais de manière, je dirais, très superficielle malgré tout. Mm-hmm.
Et il y a des faits comme ça, des faits qui sont liés aux dimensions du monument, qui pour moi ont été extrêmement parlants et évidents. Et ça m'a interpellé que les historiens, les égyptologues, les scientifiques ne s'y intéressent pas. Parce que ces faits-là, ces dimensions du monument étaient révélateurs en fait d'unités de mesure qui normalement n'auraient jamais dû être employées en Égypte à cette époque-là. Et donc moi, ça m'a vraiment surpris. J'ai l'habitude de manier les mesures et j'ai voulu en savoir un peu plus. Et donc du coup, j'ai creusé de fil en aiguille. Au fil des quelques années de recherche, je commence à comprendre un petit peu d'où viennent les uns. Je commence à comprendre les liens qu'il y a entre ces mesures anciennes et l'énorme décalage qu'il y a entre ce qu'on nous imagine de l'ancien temps et de ce qu'il y a pu y avoir en termes de connaissances scientifiques en réalité. Donc voilà un peu comment c'est démarré, tout à fait par hasard. L'idée a été piquée au vif. Et voilà. Et en fait, tu as commencé un peu à rentrer dans le truc. Chez toi, en fait, dans le massif du Sancy, tu t'es intéressé aux mégalithes qui pouvaient y avoir dans ta région et tu as commencé à découvrir ou à redécouvrir une unité de mesure qui s'appelle le yard mégalithique. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? J'ai expliqué ce que c'est un mégalith. Ouais. Alors, en fait, j'ai commencé d'abord à m'intéresser aux grands monuments connus dans le monde, c'est-à-dire les pyramides en Égypte, mais aussi dans les pays comme le Mexique. Et en fait, en faisant ces recherches sur Internet, je suis tombé sur d'autres chercheurs, et dont un chercheur qui est un spécialiste des mégalithes en Bretagne, c'est Howard Crowell. Un Anglais. Et j'ai découvert que ce chercheur breton, qui à l'origine est gallois, en fait, il vient du pays de Galles. Il parle super bien français. Il parle très bien français, ça fait très longtemps qu'il est en France. Et je me suis aperçu, en écoutant quelques-unes de ses conférences et en lisant ses livres, que lui, il avait découvert beaucoup de choses sur les principes des mesures anciennes, et notamment sur les monuments mégalithiques qu'on trouve en Bretagne. Donc sur les menhirs et dolmens, donc c'est les pierres dressées et dolmens. Il avait compris énormément de principes. Et moi, étant en Auvergne, effectivement, il y a aussi des mégalithes dans la région. Et partout où je me suis promené au cours de voyage en vacances, en fait, j'ai essayé de voir si les principes que lui avait découverts en Bretagne se répétaient ailleurs. Exactement, si on pouvait le valider ailleurs. Et effectivement, à chaque fois que j'ai employé les méthodes qu'il a découvertes en Bretagne, en étudiant donc, le site de Carnac, qui est la plus grande concentration au monde de mégalithes, je me suis aperçu que sur tous les autres sites, on pouvait retrouver les mêmes principes, c'est-à-dire les mêmes principes géométriques, et aussi les mêmes unités de mesure, et des unités de mesure en relation avec les dimensions de la Terre. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est passionnant, parce qu'on découvre quelque chose qui ne colle pas avec la vision qu'on a de l'homme du néolithique, qui sort des cavernes et qui se met à dresser des pierres debout pour adorer, on ne sait pas trop quel principe, et qui en réalité a réalisé une véritable prouesse scientifique, de positionner les monuments avec des distances, des orientations très particulières. Et on ne sait pas du tout comment ils sont faits. Ce qu'on peut juste constater, c'est que c'est d'une très grande précision. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement anachronique avec ce qu'on a de l'image de ces gens d'avant. Et ça, c'est extrêmement intéressant à essayer de creuser. Et c'est ça qui est passionnant, en fait, et qui fait qu'il y a des gens comme moi et d'autres qui, en fait, du coup, se penchent sur la question. Bien sûr. Et veulent en savoir un peu plus. Alors, en parlant de précision, un yard mégalithique mesure très exactement 82,94 cm. C'est ça. Ça, c'est la mesure, en fait, qu'avait découvert le professeur Tom. Donc, c'est un Anglais qui, lui, dans les années 50, a commencé à étudier les cercles de pierre en Grande-Bretagne. Donc, on appelle ça des cromlechs. Donc, c'est des pierres dressées, donc des menhirs qu'on met en cercle. Comme Stonehenge? Comme Stonehenge, exactement. Okay. Et il y en a beaucoup en Grande-Bretagne. Il les a étudiés. Et en faisant ça, il s'est aperçu qu'il y avait un nombre entier qu'on utilisait pour faire des cercles, ou sur le diamètre, ou sur le périmètre. Et il en est arrivé à trouver de manière statistique que l'unité de mesure faisait 82,9 cm. Et au fil de ses recherches jusque dans les années 70, il a affiné sa mesure et il a proposé que la mesure du yard mégalithique, c'est effectivement 82,94 cm. Et ça a été validé donc par d'autres chercheurs d'un point de vue statistique, même si ça a été très très difficile à accepter par les historiens, pour les archéologues, d'envisager qu'il y aurait eu une mesure employé sur un territoire qui va de la Grande-Bretagne jusqu'en Bretagne en réalité, en Bretagne française,
c'était très compliqué pour les historiens d'envisager qu'il y ait eu une mesure harmonisée à une époque aussi reculée, parce que déjà on se fait l'idée que les mesures ont toujours été hyper approximatives, que d'une région à l'autre c'était pas les mêmes, etc. Et il y a 7000 ans, il y aurait eu une mesure harmonisée sur un territoire immense. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué à envisager pour les historiens à l'époque. Et qui est encore compliqué à envisager au XXIe siècle, parce que enfin les gens sont calibrés avec le mètre dans la tête. Les Occidentaux, tu parles. Ouais, pas forcément que les Occidentaux, enfin ceux dans les pays dans lesquels le mètre est utilisé. Je crois que c'est un peu tous les pays du monde, sauf ceux du Commonwealth, je crois. C'est ça, Quentin ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, effectivement, qui n'utilisent pas de système métrique. Ceci dit, si on regarde bien, même chez nous, on utilise plusieurs systèmes. On utilise le mètre, mais par exemple, pour les roues de voiture, on les mesure en pouces. On va mesurer même les écrans de nos ordinateurs, on va les mesurer en pouces. Et il y a plein même si on a introduit le mètre comme une sorte d'une mesure universelle presque partout dans le monde, même nous en France, où on est le pays qui est normalement fondateur de l'unité métrique, on utilise encore d'autres mesures comme le pouce anglais, mais également le pied romain par exemple, puisque les feuilles de format A4, qui font 29,7 cm, en fait c'est un pied romain. Et donc en fait nous aussi tous les jours on manipule des objets qui en fait sont pourtant ont été pensés avec d'autres unités de mesure que le mètre. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a souvent eu en fait plusieurs unités de mesure, mais il y en a eu, en tout cas une fondamentale qui a été redécouverte il y a 7 à 8 000 ans, qui a été employée à 7 ou 8 000 ans, et qui a été redécouverte, c'est le yard mégalithique, et effectivement on verra dans l'émission que c'est une mesure qui est liée à d'autres mesures, et donc c'est une mesure qui s'est transmise pendant des millénaires, écoute, pour arriver pratiquement jusqu'à nous. On va intervertir les deux premières parties, justement. On va s'intéresser aux différentes unités de mesure, et justement j'avais envie de rebondir à partir de ce yard mégalithique, faire un petit rapport avec la toise mégalithique, qui correspond à 2 fois et demi un yard mégalithique. C'est ça, c'est-à-dire que le professeur Alexander Thom, avait constaté que le yard mégalithique était employé de 2 façons. Soit un yard de 82,9 cm, soit une toise qui fait 2 fois et demi le yard. Donc ça faisait 2,07 m et quelques 36 millimètres. Voilà, 2,07 m 36. Et juste... Et donc il avait constaté... Vas-y, je t'en prie, Quentin. Il avait constaté qu'il y avait deux façons d'utiliser ce yard mégalithique en toise. Enfin, lui, il a appelé ça la toise. Ouais. Et 2,07 m ou le yard mégalithique. Et cette toise, Quentin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette toise correspond aussi à 4 coudées de Nippur. Exactement. Et ça, c'est quelque chose... Ouais. Cette toise permet de faire le lien entre le yard mégalithique et la coudée de Nippur. Donc c'est, on va dire, comment on peut appeler ça je trouve pas le mot. Un lien. Ouais, voilà. Enfin, c'était pas. C'est un lien métrologique. En fait, donc normalement, ces deux mesures, la coudée de Nippur, en fait, c'est une règle graduée qui a été retrouvée en moins 2600, qui est estimée de la période moins 2600. En Mésopotamie. Donc, voilà, en Mésopotamie. Donc c'est pas très très loin de l'Égypte, c'est à quelques centaines de kilomètres. Ouais, c'est l'Irak actuel. Et c'est pas très loin, et on sait qu'il y avait des liens entre l'Égypte et la Mésopotamie. Et cette mesure-là, la coudée de Nippur, donc cette règle graduée, donc les métrologistes qui ont étudié, notamment un Allemand qui s'appelle Rotländer, c'est lui qui est le premier à constater que cette coudée de Nippur, lorsqu'on en met 4 bout à bout, on obtenait une toise mégalithique. Et bien sûr, il ne s'est pas arrêté là, il a creusé, il a constaté en fait que pendant plusieurs millénaires, on a employé un peu partout en Europe des variantes de la coudée de Nippur ou du yard mégalithique. Et ces travaux sont très peu connus. Et c'est tout de même très intéressant de s'imaginer qu'une première mesure qui a été découverte il y a 7000 ans, 2500 ans plus tard, on la retrouve en Mésopotamie, et qu'elle va continuer de se répandre en fait en Europe pendant assez longtemps, puisqu'il y a un lien également avec le pied romain, puisque si on prend notre toise mégalithique et qu'on la divise par 7, on obtient un pied romain. Et donc donc là on est encore plus près de nous, puisque le pied romain aurait en théorie été introduit à l'époque des Romains. Il y a 2000 ans, on va dire, on va arrondir. Voilà, mais en réalité, c'est beaucoup plus vieux que ça.
Et pourquoi ils auraient... Donc c'est très surprenant de voir que pendant 5000 ans, une mesure a pu se conserver. Matt, t'avais une petite question pour toi, Quentin. Pourquoi la division par 7 en fait qu'est-ce qu'elle a, enfin, qu'est-ce qu'elle apporte, ouais, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette division par 7? Alors il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est que c'est un nombre entier qui est relativement simple. C'est pas comme si on divisait par 88, par 125. Plus le nombre entier est proche de 1, si on trouve une mesure qui est identique à la coudée de Nippur, on est sûr que c'est ça. Si on en trouve une demi, on va faire le lien. Plus on est sur un nombre entier simple, plus c'est intéressant, parce que c'est plus pertinent. Mais aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le nombre 7 est un nombre qui a été beaucoup employé dans la pensée ancienne, parce que, et même de nos jours encore, le nombre 7 est important. On a plein d'exemples qui viennent de l'illustrer, comme par exemple les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 nains notes de musique, les 7 mercenaires, les 7 nains, les 7 mercenaires. Voilà, il y a beaucoup, qu'est-ce que j'allais dire d'autre encore? On avait les 7 planètes du monde antique. Les 7 samouraïs. Voilà, donc en fait, le chiffre 7 est un nombre important dans la pensée ancienne. Et on a des exemples de coudées qui sont divisées par 7. C'est le cas, par exemple, de la coudée royale, qui est divisée en 7 palmes, par exemple. 7 palmes, ouais. On va, justement, donc, tiens, on va... Pardon, Quentin, vas-y. Oui, vas-y, je te laisse. Non, mais c'est que je voulais décliner les différentes coudées, en fait, parce que la coudée de Nippur, donc 207,36 cm divisé par 7, ça donne 207 divisé par 4, ça donne la coudée de Nippur, ça fait 51,84 cm. Exactement. En revanche, 51,84 cm. Ouais, il y a d'autres coudées qui existent aussi, c'est pas la seule coudée. Parce qu'on... Nippur, elle était où? Dans quelle partie? Mésopotamie. Okay, c'est la Mésopotamie, ouais. On dit c'est une coudée sumérienne. On la présente comme berceau de la civilisation, quoi. Ouais, c'est exactement. Après, toi, Quentin, on peut peut-être parler tout de suite de la coudée royale. La coudée royale, en fait, c'est marrant parce que c'est une coudée qui peut s'obtenir de deux façons différentes par les mathématiques. Si je dis une connerie, Quentin, tu m'arrêtes. Dans un premier temps, la coudée peut s'obtenir en divisant pi en mètres par 6 ou en divisant le nombre d'or au carré par 5. Ça donne le même résultat, ça donne 52,36 cm. Et ça, c'est la deuxième coudée. Oui, c'est ça. Oui. La coudée la plus, on va dire, la plus répandue, la plus connue peut-être, non? Oui, la plus connue pour les gens qui s'intéressent à l'Égypte ou à l'histoire des mesures antiques. Effectivement, cette coudée de 52,36 cm, c'est une mesure qui avait d'abord été découverte sans qu'on ait retrouvé les talons. C'est le premier à ma connaissance qui en ait parlé, c'est Newton. Newton, lorsque il voulait produire en fait son calcul sur les lois de la gravité, il fallait qu'il évalue la masse de la Terre. Et pour l'évaluer, lui, il était persuadé, comme beaucoup de scientifiques de l'époque, du XVIIe siècle, il était persuadé que les anciens Égyptiens avaient consigné dans la Grande Pyramide les dimensions de la Terre. C'est quelque chose qui se disait, c'est-à-dire que les savants, avant le XIXe siècle, disaient très souvent, même avant le XXe siècle, je dirais, disaient que les anciens Égyptiens étaient un peuple qui avait la connaissance et qui avait consigné les dimensions de la Terre dans leurs monuments. Et Newton avait envoyé quelqu'un effectuer des mesures sur la Grande Pyramide, et notamment sur la chambre haute qui se trouve dans la pyramide. Et donc, il avait mesuré cette chambre haute, et il en avait déduit, en fonction de ses dimensions, 10 coudées par 20 coudées, que la coudée royale mesurait 52,36 cm. Alors lui, il avait parlé en pouces à l'époque. Il avait dit la coudée elle mesure, je ne sais plus combien il avait donné en pouces ou en pieds anglais, je ne me souviens plus. Est-ce que ça correspondait à 52,36 cm? C'est ça, voilà, plus ou moins quelques centièmes de millimètres. Donc ça veut dire qu'à travers les temps, cette unité de mesure reste et influence l'autre civilisation, quoi. Quentin? Du coup, oui, effectivement, cette mesure qu'il a retrouvée dans la chambre haute, effectivement, sert des talons, et ça a pu lui servir, en tout cas, dans son travail, enfin, même si ça n'est pas servi, parce qu'en fait, il n'a pas retrouvé exactement les dimensions de la pyramide.
Il a pu mesurer la chambre haute, mais il n'a pas pu mesurer la base de la pyramide qui était trop ensablée. Et donc, cette mesure-là, en tout cas, lui, il l'avait retrouvée. Il l'avait trouvée avant même qu'on retrouve les premiers étalons en bois ou en pierre. Et plus tard, quelques siècles plus tard, on a retrouvé des étalons qui sont conservés dans les musées. Et pour être totalement complet, Quentin, toi-même, tu as fait une découverte, j'ai envie de dire, en découvrant la coudée nilométrique, qui correspondrait au nombre d'or exprimé en mètres divisé par 3. Elle est appartenue à quelle civilisation, cette coudée? Bah écoute, Quentin va nous le dire. Et cette coudée nilométrique, alors attends, je suis en train de chercher, je l'avais noté quelque part. Elle fait combien très exactement? Elle fait 53,93. Ouais. C'est ça, voilà. 53 cm 93. Quelle est l'origine de cette coudée, Quentin? Alors, déjà, ce qu'on peut ajouter avant, pour revenir sur ce que tu as fait remarquer sur le lien entre la coudée royale égyptienne, pi et nombre d'or, c'est cette relation que tu as décrite, elle fonctionne que si on utilise également le mètre pour lire le résultat, en fait. C'est-à-dire que si on fait effectivement un cercle de diamètre 1 mètre, le périmètre sera 3,14 mètres, divisé par 6, ça va faire la coudée royale. 52,36 cm. Et ça, c'est quelque chose qui avait été découvert dans les années 50 par un passionné, qui a été complètement mis de côté par les scientifiques de l'époque, qui ont imputé ça au hasard, enfin, qui ont refusé d'en débattre en réalité. Et ça implique forcément, cette relation-là, que les Égyptiens avaient la connaissance du mètre. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement anachronique, parce qu'en théorie, comment ils auraient fait? C'est pas censé avoir existé à cette époque-là. Ouais. Comment ils auraient fait pour avoir cette... C'était une unité cachée, on va dire, à l'époque, une unité un petit peu hermétique. Ouais, c'est ça. Alors, je pense qu'on va y venir, on en parlera effectivement des hypothèses, comment ils ont fait pour obtenir le mètre. Ouais, c'est intéressant. C'est quand même. Bon, moi j'ai des idées pour expliquer comment ils ont fait pour l'obtenir. Alors Mais effectivement, il y a quelque chose de caché dans cette mesure. C'est-à-dire qu'elle n'est pas exprimée de manière directe. Et visiblement, c'est important de la connaître parce qu'elle permet de lire, en fait. C'est un petit peu comme une clé pour traduire. Si on mesure un monument, en fait, selon l'unité de mesure qu'on va prendre, on va pas avoir le même nombre. Et je pense que l'unité métrique est une sorte de clé qui permet de lire les nombres qui vont être issus d'une mesure. On va mesurer un monument, la hauteur, la largeur, etc. Selon qu'on mesure en pied anglais, en mètres ou en coudée, on n'aura pas le même nombre. Et en fait, c'est ces nombres-là qui sont certainement importants pour les anciens, parce que pour les anciens, le nombre, c'est quelque chose d'important. C'est pas juste comme nous, pour nous, les nombres, c'est pour compter l'argent, pour compter les quantités. Alors, pour les anciens, les nombres, c'est aussi des choses qui ont des propriétés, des qualités. Ils attribuaient au nombre plus que simplement une façon de compter. C'était quelque chose qui avait un sens pour eux. Et justement, là, pour continuer à énumérer un petit peu les unités de mesure de la coudée, en fait, ensuite vient le pied de 32,36 cm et celui-là s'obtient 42, ça. Hein? C'est du 42. Celui-là s'obtient en divisant la coudée par le nombre d'or, par 1,618. Et on arrive sur le pied romain. Et à partir du pied romain, en redivisant par 1,618, on arrive à la palme, et en redivisant la paume, et en redivisant le pouce. Alors en fait, c'est pas le pied romain 32,36. Pardon, le pied royal, on va dire, ouais. Oui, voilà, on va dire que ce serait un pied, effectivement, un pied issu de la coudée royale. Et effectivement, c'est un principe, effectivement, qui consistait à diviser la coudée par le nombre d'or, donc 1,618. Ouais. Et on passait comme ça, donc de la coudée, en théorie au pied. En redivisant, on passait à ce qu'on appelle l'empan. Donc l'empan, c'est la taille qu'il y a entre le bout du petit doigt et le pouce, quand on a la main ouverte. Et ce qui est intéressant, Quentin, de préciser, c'est que cet empan vaut très exactement 20 cm. C'est ça. C'est-à-dire que si on part de la coudée royale de 52,36, qu'on divise 2 fois par le nombre d'or, on arrive à 20 cm. Et ça, c'est un bon étalon pour voir un petit peu ce qui se passe avec le mètre, parce que c'est 5 empans, ça fait 1 mètre.
Dans cette deuxième partie de l'émission alternative, on va donc, comme l'a fort justement fait remarquer Matt tout à l'heure, on va parler du mètre et du nombre d'or, parce que le nombre d'or, donc 1,618, a sa petite importance. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler, Quentin, du mètre, de l'histoire du mètre à travers les âges, en fait? Alors, si on fait à travers les âges, de manière officielle, Ouais. le mètre, c'est une mesure qui aurait été introduite à l'époque de la Révolution française, parce que les révolutionnaires, entre autres, donc les savants de l'Académie des sciences, mais également le courant politique et idéologique de l'époque, avaient besoin d'apporter une mesure universelle pour la France, mais ils avaient envisagé que ce soit même pour plus que ça, que ce soit une mesure universelle dans le monde. Et donc ils voulaient rompre avec l'existence de mesures variables d'un pays à l'autre. Et donc, bien sûr, leur proposition, c'était d'étalonner la mesure qu'on emploierait tous les jours sur les dimensions de la Terre. Donc, pour ça, il fallait mesurer la Terre et dire, voilà, la Terre fait tant, nous on va prendre par exemple un 10 millionième, un 30 millionième, fallait définir en tout cas une fraction de la Terre et dire on va prendre ça comme étalon. Et donc c'est à cette époque-là que l'Académie des sciences, en fait, elle a missionné 2 scientifiques pour aller faire une expérience qui en fait avait déjà été faite avant, quelques décennies avant, par d'autres savants de l'Académie des sciences qui avaient effectué également des mesures même ils avaient fait des cartes de France qui étaient très précises. Et donc ils avaient une idée déjà assez précise en fait de la valeur de la taille de la Terre au cours du XVIIIe siècle. Et donc ces 2 savants, en fait, leur principe, c'était un qui part de Dunkerque, un autre qui part de Barcelone, et ils devaient mesurer des triangles, en fait, d'une église à une autre. Par exemple, ils montaient en haut d'une église, ils voyaient une église au loin à quelques 10 kilomètres, puis ils en voyaient une autre, donc ça faisait 3 points, ils faisaient un triangle, ils mesuraient les angles du triangle, et ils ont fait comme ça des chaînes de triangles pour se rejoindre. Et ensuite, pour connaître la longueur totale, il leur fallait mesurer le côté d'un seul triangle. Et après, ils ont fait de la trigonométrie, ils ont fait des mathématiques d'un niveau quand même assez avancé, parce qu'il faut maîtriser la trigonométrie sphérique, puisque la Terre est légèrement courbée. Et ils ont réussi à déduire comme ça, en fait, la longueur qu'il y a entre Dunkerque et Barcelone. Et ils ont fait très peu d'erreurs. Au départ, je pensais qu'il y avait une erreur plus importante que ça. Quand j'ai vu que les Égyptiens l'avaient également fait, je me suis demandé si tout simplement Napoléon n'avait pas envoyé ses scientifiques en Égypte pour récupérer l'unité métrique. Parce que c'est à la même période que Napoléon est parti en Égypte faire une campagne. Il a emmené avec lui des savants, beaucoup de savants. Ils ont désensablé la Grande Pyramide, ils l'ont étudié sur toutes les coutures. Ils ont mesuré des quantités de temples, de monuments. Et c'est en fait au retour de Napoléon qu'il y a une coïncidence entre l'introduction de l'unité métrique, donc le retour des savants français qui ont fait l'expérience Dunkerque-Barcelone, mais également le retour de l'expédition de Napoléon en Égypte. Et c'est une coïncidence qui fait qu'au même moment, le mètre est introduit. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que c'était pas tout simplement le voyage en Égypte n'a pas été également l'occasion de ramener le mètre? Alors, je pense que... T'es peut-être pas loin de la vérité, là. Je pense que le travail, en fait, des 2 scientifiques, donc s'appelle Méchain et Delandre, a quand même été très juste parce que je l'ai vérifié. Et au départ, j'avais fait des erreurs pour vérifier. Et en vérifiant à plusieurs personnes, on a pu constater que c'était vraiment exact. Ce qu'ils ont fait était très précis. Et que leurs travaux ont permis de faire une mesure de la Terre qui est précise à 8 km près. C'est-à-dire, eux, ils se sont trompés de 8 km. Eux, ils ont estimé la Terre à 40 000 km. En réalité, elle fait un petit peu plus. Elle fait 40 000, 8 km sur la mesure, en fait, du nord au sud. La classe, quand même, pour comme ça. La classe. Voilà, c'est une petite erreur qui est pas énorme. Et donc ça, c'est la version officielle, en fait, de l'arrivée du mètre. Mais y a-t-il une explication un petit peu plus cachée, on va dire? Donc il y a effectivement l'hypothèse que le mètre a été employé en secret, c'est-à-dire en secret par les compagnons bâtisseurs, par exemple, qui depuis la très haute antiquité utilisaient des unités de mesure. Certains avaient connaissance d'une mesure, on va dire secrète, pour rappeler le mètre. Et en fait, ils ne l'utilisaient pas directement, ils l'utilisaient de manière un peu cachée. Donc en fait, il fallait la découvrir. On la découvre dans la géométrie. Lorsqu'on étudie le monument, on s'aperçoit par exemple
que la diagonale va faire un nombre entier de mètres, par exemple. C'est-à-dire que si on mesure un monument, les deux côtés du monument, on va tomber sur des mesures qui ne vont pas être métriques, on va pas tomber sur un nombre entier de mètres, par exemple 30 mètres ou 40 mètres. Et en revanche, quand on va mesurer les diagonales, on découvre que sur la diagonale, on a un nombre entier de mètres. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on peut employer pour découvrir comment l'unité métrique a été dissimulée. Dans la grande pyramide de Khéops, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le périmètre de la chambre haute mesure le nombre de pi en mètres, c'est-à-dire il fait 10 fois pi. C'est-à-dire que le périmètre de la chambre haute fait 31 mètres 14, 31 mètres 41, pardon. Et donc ça, c'est la valeur du nombre de pi en décamètres. Et ça, c'est une curiosité en fait qui vient se rajouter à ce que tu avais évoqué tout à l'heure, cette relation en fait entre le nombre de pi divisé par 6 qui permet de découvrir la coudée royale. Et donc c'est comme ça que le mètre en fait peut avoir été caché dans des monuments à une époque ancienne, mais je pense qu'on peut nous remonter bien avant les pyramides en réalité, puisqu'en fait on retrouve l'unité métrique sur des monuments qui sont plus anciens, c'est notamment les mégalithes. C'est dingue ça. On dit les menhirs et dolmens, dont les distances entre certains systèmes géométriques sont des nombres entiers, ouais. Et donc voilà un petit peu la partie, je dirais, étrange en fait de cette unité de mesure qu'on nous a présentée comme une découverte moderne des scientifiques et qui probablement était employée il y a bien longtemps et de manière à la fois, je pense, secrète mais aussi presque oubliée, parce qu'il est possible aussi que à un moment donné, quand cette unité de mesure a été employée, comme elle était associée de manière géométrique à d'autres unités, il y a peut-être eu un moment en fait où des artisans en fait avaient plus conscience d'utiliser le mètre et simplement se transmettaient un système de pensée géométrique, et s'ils prenaient leurs mesures de l'époque, en fait ils allaient retomber sur le mètre avec cette méthode-là. Il est aussi possible que des artisans en fait aient utilisé le mètre sans même s'en rendre compte. En revanche, il est évident que le mètre a été clairement caché dans des monuments, comme la Grande Pyramide, mais aussi tout un tas de systèmes mégalithiques. Et là, je pourrais renvoyer aux conférences de Howard Crowell. Et moi, j'ai également fait un film sur les mégalithes en Corse, où on retrouve des exemples, justement, de l'emploi de mesures métriques pour disposer des systèmes de mégalithes. Et dans tout ça, Quentin, l'importance du nombre d'or, est-ce que tu peux nous expliquer, on va dire, le fait que c'est indissociable de toutes ces mesures et même du mètre? Alors, déjà, le nombre d'or, on peut très brièvement rappeler ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est vrai qu'on dit nombre d'or, alors sa valeur, c'est 1,618, mais en réalité, il y a plein de chiffres après la virgule encore. Mais on a l'habitude de dire 1,618, ça suffit. Alors, ce nombre-là, en fait, c'est juste qu'il a une caractéristique mathématique qui est particulière. C'est que si je fais 1,618 multiplié par 1,618, ça veut dire 1,618 au carré, en fait. Et dans ce cas-là, le résultat que j'obtiens, c'est 2,618. Ça veut dire que le multiplier par lui-même, ça va être comme si on ajoutait 1. Exact. Et ça, c'est une particularité. Et l'autre particularité, c'est que si je fais 1 divisé par le nombre d'or, je vais obtenir 0,618. Donc cette fois-ci, quand je divise 1 par le nombre d'or, je vais avoir le même résultat que si je prends le nombre d'or moins 1. Donc c'est ces deux caractéristiques-là qui sont uniques dans le monde des mathématiques et qui font qu'on appelle le nombre d'or. Donc c'est le seul nombre qui a cette particularité-là. Et on peut rappeler aussi l'importance qu'a le nombre d'or avec la figure esthétique. Exactement, c'est-à-dire que du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature. On sait que par exemple, si on prend des fleurs comme les marguerites par exemple, et qu'on se met à compter les pétales, on va s'apercevoir que le nombre de pétales vont correspondre à des nombres qui sont liés au nombre d'or, c'est-à-dire la fameuse suite de Fibonacci. Mais on pourrait prendre un exemple plus simple sur la façon dont se disposent les graines sur une pomme de pin, sur des tournesols. Il y a tout un tas d'éléments dans la nature. Alors c'est pas l'ensemble des végétaux qui vont répondre du nombre d'or, mais je crois que c'est dans quelque chose comme 80 à 85% des végétaux. Lorsqu'on les étudie, on s'aperçoit qu'ils utilisent des principes géométriques et numériques qui sont liés au nombre d'or. Et on le retrouve donc du coup dans le vivant. On pourrait le retrouver également chez l'humain. C'est-à-dire que chez l'humain, on propose, il y a plusieurs
théorie qui propose qu'effectivement il y aurait des rapports liés au nombre d'or, par exemple dans le rapport qu'il y a entre la longueur des phalanges, c'est-à-dire que les doigts de la main sont composés de plusieurs petites phalanges et qu'on peut passer d'une phalange à l'autre, il y aurait un rapport qui serait lié au nombre d'or. On diviserait par le nombre d'or pour passer d'une phalange à une autre. Alors tout ça, sur le corps humain, c'est difficile à valider parce qu'on est tous un peu différents. Il faudrait faire une moyenne sur beaucoup de monde pour se rendre compte d'une correspondance qu'il pourrait y avoir. Pour les matheux, je voudrais donner la valeur exacte du nombre d'or. On l'a déjà dit. C'est 1 plus racine de 5 divisé par 2. Et là, Quentin, est-ce que on peut peut-être aborder brièvement le triangle 2, 3, 5 ? Est-ce que tu crois que ce serait jouable ? Qu'est-ce que tu entends par 2, 3, 5 Attends, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ouais. Oui, le triangle 3, 4, 5. Alors, le triangle 3, 4, 5, par exemple, c'est ce qui est une figure géométrique fondamentale qui permet de créer un angle droit. C'est-à-dire que si je veux créer un angle droit, un angle à 90 degrés, en fait, pour faire le coin d'une maison, par exemple, le coin d'une table, au départ, quand je n'ai rien dans les mains, si j'ai aucun outil, il faut que j'arrive à créer un objet, un triangle, donc 3 côtés, donc enfin je trace en fait avec une corde mi-corde par exemple, ou avec des objets identiques. Il faudrait que je dispose en fait ma corde en triangle, que je mette 3 unités sur un côté, 4 sur l'autre, et 5 sur l'autre côté. Et dans ce cas-là, je suis certain d'avoir un angle droit au niveau du 3 et du 4. Au niveau de l'angle qui va faire la jonction entre le côté 3 et le côté 4. Donc ça, c'est une méthode simple en fait pour créer un angle droit. Et donc forcément, c'était employé par les bâtisseurs. On sait à l'époque médiévale, on a retrouvé des instruments comme ça, des cordes à nœuds ou même des fois des équerres particulièrement conçus de cette manière-là. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple la grande pyramide de Képhren, qui est juste à côté de celle de Khéops, celle du milieu, il y en a 3. Il y en a une très grande, une autre qui est à peine moins grande. Képhren, donc. Son profil, c'est exactement 2 triangles 3, 4, 5 mis dos à dos. Et ça donne le profil de la grande pyramide de Képhren. Eh ben, écoute, ça, on va en parler justement dans la 3e partie de l'émission. C'est ultra intéressant, là, la discute, mais ça passe ultra vite. Ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on est en train de discuter. Est-ce que on se fait une petite pause musicale? Ouais. Ouais. Bon, Quentin, on boit un petit coup et puis on attaque justement les pyramides de Gizeh et Teotihuacan en Égypte et au Mexique. Allez. Ok. Et ben écoute, petite pause, on se colle dans l'avion, on décolle et puis on se retrouve à la Terre. 3e partie ce soir, on parle de métrologie, des unités de mesure actuelles comme le mètre et anciennes. Je ne bouge plus. Comme la coudée. On bouge plus, moi je bouge plus. Et ben justement, t'as raison de pas bouger, Matt, parce que Quentin, t'es toujours avec nous? Toujours là. Ok. Dans la 3e partie de l'émission alternative, là, on a pris l'avion et on s'est posé à Gizeh, en Égypte, justement, à côté des 3 pyramides qu'on parlait à l'instant. Et donc, je vais rappeler les noms, Quentin, des 3 pyramides. Après, je vais te laisser la parole. La plus grande, comme tu as dit, c'est la pyramide de Khéops. C'est celle dont il manque en fait le petit pyramidion du haut. La cassée quoi, celle qui est cassée au bout. Ouais, celle qui est cassée. Celle du milieu, c'est celle qu'on appelle de Képhren. Et la petite, qui est un petit peu décalée par rapport aux 2 grandes, c'est la pyramide Sarkozy. de Mykérinos. Alors, ce sont des noms qui sont donnés comme ça par rapport à des pharaons, mais là, on est un petit peu dans l'eau de rose. Quentin, justement, est-ce que tu peux nous éclairer sur ces 3 pyramides, sachant que, on va le dire cash, les pyramides, notamment celles du plateau de Gizeh, les Martiens. ne sont pas des tombeaux comme c'est écrit partout dans tous les livres. Attention, gros pavé dans la mare. Gros pavé dans la mare. Quentin, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors, c'est sûr, là, officiellement, c'est uniquement des tombeaux ou ce qu'ils appellent des cénotaphes. Ça veut dire un endroit où on aurait amené la momie du pharaon pour une cérémonie, puis ensuite on l'aurait enterré ailleurs. Donc en gros, ça aurait été construit
que pour y mettre soit un pharaon, soit pour l'amener pour une cérémonie. Ça, c'est la version officielle, mais je trouve ça un peu léger. Pareil. Parce que même de nos jours, quand on va dans une église, par exemple, en fait, il y a aussi des tombes, des cercueils dans les églises. Les églises ont servi jusqu'à il y a quelques siècles. Les nobles se faisaient enterrer dans l'église. La basilique de Saint-Denis, par exemple, où tous les rois de France sont enterrés. Exactement. Et on ne dit pas qu'une église, c'est uniquement un tombeau. C'était aussi un endroit où les gens se réunissaient, donc pour y faire la messe ou autre chose. Mais dans une église, il y a aussi tout un tas d'informations qui sont dessinées sur les vitraux, mais il y a aussi des choix de dimensions qui sont faits pour justement avoir des proportions harmonieuses, etc. Il y a aussi un langage à l'intérieur des monuments comme les églises. Et donc, vouloir juste résumer les grandes pyramides à juste un tombeau ou un cénotaphe, c'est extrêmement léger et succinct comme analyse. Et c'est assez incroyable que les gens qui sont censés nous éclairer là-dessus ne parviennent pas à s'ouvrir un tout petit peu plus. C'est quelque chose que je trouve absolument inquiétant, en tout cas dans le monde moderne qui est de ne pas pouvoir oser en parler plus. Et généralement, il m'arrive de discuter avec des égyptologues ou des historiens, et généralement ils refusent le débat assez rapidement, ils refusent d'en parler. Donc c'est pour quelle raison? Parce que c'est... Alors, en général, ils refusent parce que d'entrée de jeu, pour eux, c'est pas possible. Ouais. Et ensuite, ils n'ont pas de raison. En général, ils considèrent qu'ils ont la vérité et que les autres ne l'ont pas. Ça s'arrête là. C'est le problème de l'homme, ça. Moi, les gens avec qui j'ai pu échanger, dès que j'aurais présenté certains éléments, ont refusé de répondre ou d'en discuter. Ouais, c'est aussi simple que ça, quoi. Voilà, ça s'arrête là, comme ça, quoi. Et donc c'est un peu triste, mais bon, peut-être qu'un jour, il y en aura qui seront plus courageux que d'autres, qui souhaiteront en parler, qui vont s'y intéresser, parce qu'en réalité, moi, ce que je propose, c'est d'apporter, comme d'autres passionnés, en fait, d'autres éléments, une autre façon de regarder les choses. Et une des façons de les regarder, puisque les pyramides sont des objets géométriques, c'est justement d'y entrer par la géométrie et la mesure. Et ben, c'est ce qu'on te propose de faire. Des objets, vraiment, qui sont des principes géométriques, donc autant regarder ce que c'est exactement. Et ben, faisons-le dans cette troisième partie de l'émission alternative. Regardons les pyramides sous un autre angle, justement. Et vas-y, la parole est à toi, Quentin. Comment est-ce qu'on pourrait commencer par regarder le site de Gizeh? Est-ce qu'il y a une manière de le regarder, peut-être du dessus, sur le côté? Explique-nous tout là, parce que c'est super intéressant ce truc-là. Oui, il y a par exemple différentes choses intéressantes. Je vais donner peut-être deux exemples. Sur le premier, c'est que la grande pyramide de Khéops, la plus grande, son périmètre, en fait, si on fait le tour complet, le périmètre mesure en fait 30 secondes d'arc terrestre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une seconde d'arc? Une seconde d'arc, en fait, c'est lorsqu'on divise la Terre, comme c'est un cercle, enfin une sphère, si on la divise en 360 degrés, donc ça c'est simple, on divise notre sphère en 360 degrés, ensuite chaque degré est divisé par 60, donc on dit une minute, et chaque minute est redivisée par 60 secondes. Donc là on attaque les minutes d'arc et les secondes d'arc. C'est ça. Et en fait c'est une façon de diviser la Terre, et c'est une façon qu'on emploie d'ailleurs dans les systèmes de GPS, puisque un GPS, en fait on va donner des coordonnées GPS qui vont être 45 degrés, 28 minutes, 35 secondes par exemple. Donc c'est une méthode employée aujourd'hui pour se géolocaliser sur Terre, on emploie ce type de méthode. On divise la Terre en degrés, minutes, secondes. Et cette seconde... Du coup, vas-y. 30 secondes d'arc, c'est exactement le périmètre de la grande pyramide de Khéops, avec une précision qui est assez impressionnante, puisqu'elle a été mesurée au cours du 19e, 20e siècle par plusieurs scientifiques qui ont fait des mesures très précises et qui ont pu donner une valeur de 230 mètres, 36 et 4 mm en moyenne sur l'ensemble des quatre côtés. Et en fait, cette valeur-là, c'est 30 secondes d'arc, alors pas n'importe quelle seconde d'arc. C'est 30 secondes d'arc à l'équateur. Ouais, parce que la Terre n'est pas ronde. La Terre n'est pas ronde. Donc ça, c'est très curieux. Ça pourrait passer pour une simple coïncidence. Enfin, déjà, c'est surprenant d'en avoir exactement 30 avec une précision qui, lorsqu'on prend les mesures données par les scientifiques, c'est précis, je crois,
à 4 mm sur l'ensemble du périmètre, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc c'est très étonnant. Ensuite, il faut savoir que cette pyramide, elle est posée sur un socle, et le socle, du coup, il dépasse un petit peu. Et il dépasse pas de grand-chose, il dépasse 55 cm de chaque côté. Et dans ce cas-là, si on intègre le socle, pour mesurer le périmètre, ça va être forcément un peu plus grand. Et dans ce cas-là, on va avoir 30 secondes d'arc, non pas au niveau du méridien équatorial, mais au niveau du méridien à 45 degrés, c'est-à-dire le méridien moyen de la Terre. Ouais. Et ça peut difficilement être une coïncidence parce que vous avez la base de la pyramide qui vous indique la valeur du degré de méridien à l'équateur. Et si on intègre le socle, on va avoir la valeur à 45 degrés, c'est-à-dire la valeur moyenne. Et donc du coup, ça permet de montrer que on connaît exactement la forme de la Terre qui en fait elle est légèrement aplatie. Et c'est pour ça qu'il y a une petite différence de longueur entre un degré de méridien à l'équateur et au pôle, où à 45 degrés, la longueur n'est pas tout à fait la même, car la Terre est légèrement aplatie. Et du coup, les dimensions de la grande pyramide, non seulement elles révèlent 30 secondes d'arc, exactement, mais en plus elles révèlent exactement le taux d'aplatissement de la Terre. Et cette observation est simple, et on ne peut pas l'imputer au hasard, parce que on a également de nombreux auteurs anciens qui savaient que la grande pyramide était un monument majeur, et les savants français de l'Académie des sciences, quand ils sont allés avec Napoléon là-bas, ils voulaient justement étudier l'Égypte pour voir comment les Égyptiens avaient fait pour étalonner leurs mesures, notamment la mesure de la Terre, dans la grande pyramide. C'est quelque chose qui leur paraissait logique. Pour eux, l'Égypte, c'était vraiment le sommet de la civilisation. Et je ne sais pas pourquoi, ensuite, on a complètement mis tout ça de côté. Ouais, c'est étrange, ça. En réalité, quand on creuse un peu, on découvre que c'est un véritable outil de connaissance scientifique, en fait. Bien sûr, à une bien sûr. époque où, en théorie, on n'attribuait pas du tout de science, de connaissances scientifiques à ces peuples-là. Alors, tu parlais des minutes et des secondes d'arc. Je voulais faire une petite précision par rapport à ce qu'on avait dit dans la deuxième partie, que une seconde d'arc moyen, en fait, correspond à ce qu'on appelle le pied long de Nippur, qu'on a retrouvé sur cette fameuse coudée de Nippur qu'on parlait tout à l'heure. En Mésopotamie. Et cette coudée marquait le pied long de Nippur à 30,9 cm. Et 30,9 cm correspondrait, ou même pas correspondrait, correspond à une seconde d'arc moyen sur la Terre. Est-ce que tu peux étayer un petit peu cette idée-là? C'est super intéressant. Sur la coudée de Nippur, effectivement, les météorologistes ont bien noté qu'il y avait une valeur qui était de 51 cm 84, c'est la coudée. Il y a également deux mesures qu'ils ont considérées comme étant un pied, et une de ces mesures fait 30,9 cm. L'autre, je vais pas en parler maintenant, mais je pourrais, mais il n'y en aura pas de temps. Et cette valeur de 30,9 cm, c'est assez curieux, parce qu'effectivement, la valeur moyenne d'une seconde d'arc, si on prend la valeur moyenne au niveau de l'équateur ou au niveau du méridien, ça va être 30,9, enfin ça va être 30 mètres 90. Donc 30 mètres 90, c'est la valeur moyenne d'une seconde d'arc, si on fait la moyenne entre l'équateur et le méridien, qui passe par l'épaule. Et le pied en question, lui, du coup, il fait 1 centième. C'est-à-dire que 30 pieds longs de Nippur vont faire la valeur moyenne de la seconde d'arc sur la Terre. Et ce qui est tout à fait intéressant, donc on en avait parlé en préparant l'émission, c'est que je rappelle que la valeur de la coudée royale égyptienne, c'est 52,36 cm. Et en fait, cette valeur de la seconde d'arc, si je vais en mettre bout à bout 52,36, donc 30,9 pieds longs, on va dire, on va prendre même des mètres, on va dire une seconde d'arc, c'est-à-dire 30 mètres 90. 52,36 fois 30,9, ça doit nous faire 1,618 km. Donc le nombre d'or. C'est une curiosité tout à fait surprenante, qui semble indiquer que même la coudée royale égyptienne a elle aussi été étalonnée sur les dimensions de la Terre. Et il y a d'autres éléments, en fait, comme ça, comme la coudée de Nippur aussi, où on peut comprendre comment ont été étalonnées les mesures anciennes sur la mesure de la Terre, entre autres.
Ouais. Mais pas seulement, mais là, j'aurais pas le temps de l'expliquer là, tout ça, mais c'est pas seulement sur la mesure de la Terre que ça a été étalonné, ça a dû être étalonné également sur des paramètres liés non pas seulement à l'espace, mais aussi au temps, à la mesure du temps. Et ça serait un petit peu long de rentrer dans le détail. Et on en parlera dans une prochaine émission si le cœur t'en dit. Là, je voulais revenir justement sur les différents étalons qui ont été donc employés pour les 3 pyramides. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, la pyramide de Képhren, celle du milieu, la moyenne, c'était sur la base du triangle 3, 4, 5. La grande pyramide, c'est par rapport au nombre d'or, au nombre pi, c'est quoi l'unité de mesure dans la pyramide qu'on appelle de Khéops? C'est la grande pyramide de Khéops. Je pense qu'on peut la mesurer avec plusieurs mesures. On peut la mesurer avec le garde mégalithique, la coudée de Nippur, la coudée royale égyptienne, mais également la coudée nilométrique. C'est ça qui est absolument incroyable quand on se penche sur ce monument, c'est-à-dire que les mesures anciennes qu'on connaît, si on les applique au monument, on s'aperçoit que les nombres qu'on obtient sont systématiquement des nombres qui sont importants, qui vont être des nombres qui sont références par exemple à des nombres irrationnels, comme la racine de 2, comme le nombre pi, comme le nombre d'or. Et donc, ça, je peux pas trop l'expliquer à la radio, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, on est obligé de montrer des chiffres, c'est pas évident. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pense, un monument dans la pensée ancienne n'est pas construit avec une seule mesure. On pense aux différentes unités de mesure, et du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations qu'on transmet. C'est un petit peu comme si, en fait, on avait un système d'engrenage. Quand on a un engrenage, on a plusieurs engrenages, on va mettre des systèmes de roues dentées qui vont être de tailles différentes. Et du coup, on va augmenter l'information. Quand je vais tourner un engrenage, les autres engrenages vont faire un certain nombre de tours, ils vont pas faire le même nombre de tours. Et du coup, avec ce système-là, on peut par exemple reproduire un système astronomique. Par exemple. Donc ça peut être le fait d'utiliser plusieurs mesures, c'est quelque chose qui va nous inciter à regarder les relations qu'il y a entre ces mesures, qu'est-ce qui se passe quand on va mesurer un monument avec telle ou telle unité de mesure, et on peut en comprendre des fois qu'on veut exprimer comme ça des relations que moi j'ai pas encore tout à fait identifiées, mais qui peuvent être des relations astronomiques par exemple, liées au cycle de la Terre et de la Lune par exemple. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas qu'une seule unité de mesure qui est employée sur les monuments. Et pour la petite, en fait, celle de Mykérinos, j'ai vu une de tes vidéos où tu avais en fait trouvé que l'unité qui était utilisée dans la pyramide de Mykérinos, c'était le pied, en fait, le pied romain. Oui, c'est-à-dire que souvent, quand les historiens ou les égyptologues, eux, ils partent d'une idée qu'il n'y a qu'une seule mesure employée, la coudée royale. Donc ils mesurent tout comme ça. Ils mesurent la pyramide de Mykérinos, ils disent bon ça fait je sais plus 202,5 coudées royales. Donc, en fait, il faut arrondir à 202 par exemple. Alors en fait, il faudrait pas arrondir, il faut prendre la valeur qu'on a trouvée. Donc le Flinders Petrie qui a fait des mesures très précises à la fin du 19e siècle, il donne des valeurs, il faut prendre ces valeurs-là. Et il faut regarder si effectivement elles sont des multiples en nombre entier d'une mesure ancienne, et pas forcément que la coudée royale. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que en fait cette pyramide, elle aurait probablement été construite en employant en premier le pied romain. Ce qui est supposé que le pied romain était déjà connu et que les Romains ont simplement récupéré une mesure ancienne, puisqu'on sait que les Romains sont allés en Égypte. Ils ont eu des relations avec l'Égypte. Et donc, c'est pas du tout, je dirais, une surprise de se dire que les Romains ont récupéré de l'information de l'Égypte, tout comme les Grecs. Les Grecs et les Romains, l'essentiel de leurs connaissances, ils sont allés les chercher en Égypte. Je dirais Ératosthène, Pythagore, Thalès, un grand nombre de savants grecs connus, en fait, sont allés se former en Égypte. Ils ont fait des stages en entreprise en Égypte, ouais, c'est clair. Et donc, alors, ces différentes mesures, est-ce que sur le site de Gizeh en lui-même, au-delà des pyramides, on peut faire des corrélations, ne serait-ce que dans l'emplacement des pyramides et des monuments qu'il y a autour? Est-ce qu'on peut faire des liens avec tout ça? Oui, en fait,
il est évident que les pyramides, déjà le plateau de Gizeh, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre officiellement, les pyramides n'ont pas été posées au hasard sur le plateau. Bien sûr, Il y a un tracé géométrique simple, c'est-à-dire on est parti d'un carré, on a tracé la diagonale, on l'a rabattu pour positionner les monuments. Enfin, on a un tracé géométrique qui est vraiment très très fin, quoi, et donc qui est déjà exprimé sur une grande distance, hein, parce que le plateau il fait quand même pas loin de 900 mètres de long par je sais plus combien exactement, j'ai plus du chiffre en tête, mais déjà on a déjà arpenté le terrain avec un principe géométrique. Et en fait, si on étudie les choses de manière un peu plus ouverte, on s'aperçoit que ça va sur de beaucoup plus longues distances et qu'en fait les monuments sont disposés entre eux sur de plus longues distances qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. Et dans ce cas-là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on découvre qu'ils ont été capables de maîtriser la position géodésique des monuments avec une très grande précision, une précision moderne, puisqu'en fait on retrouve l'emploi de la coudure royale qui est exprimée sur dizaines de kilomètres. Par exemple, il y a des exemples, on va retrouver, je me souviens plus, je crois que c'est 40 000 coudées royales sur l'axe nord-sud entre la pyramide rhomboïdale et la pyramide de Khéops. Ça c'est de mémoire, hein, parce que j'avais travaillé là-dessus. Alors la pyramide rhomboïdale, c'est une pyramide qui est en fait qui a une forme un petit peu, qui est davantage penchée vers le haut et qui a une forme un petit peu bizarre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait la pente elle change de pente. En fait. Voilà. Elle démarre avec une pente et puis la pente se réduit. Voilà. Okay. Et donc il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes. C'est le point de départ de... Moi j'avais fait quelque chose là-dessus pour essayer de montrer que les pyramides ne sont pas disposées au hasard et que c'est bien une intention à grande échelle. Mais le point de départ c'était quand même le travail de Howard Crowell qui lui avait tout simplement montré que depuis l'obélisque d'Héliopolis, qui est le seul obélisque toujours en place en Égypte, jusqu'à la grande pyramide de Khéops, on avait un angle à 45 degrés. Autrement dit, si on prolonge la diagonale de la pyramide de Khéops, vient intercepter l'obélisque d'Héliopolis. Et partant de cette observation simple, donc c'est quand même sur une distance de 23 km, hein, plus de 23 km. Ouais. Et ça, à faire, c'est pas si simple que ça. Est-ce que c'était voulu? Bien sûr. Oui, c'était quelque chose qui était planifié, parce qu'en fait, quand on part ensuite, si on se met à regarder la disposition d'autres monuments par rapport à l'obélisque, même des monuments entre eux, on va retrouver des principes simples comme ça, où on va avoir des monuments qui vont être disposés suivant des grilles, en fait, des grilles modulaires avec des carrés, donc des systèmes de carrés qu'on va poser, une grille, comme si on traçait, comme si on positionnait des monuments, comme dans SimCity, pas au hasard, mais sur l'intersection des grilles, par exemple. Si on a une feuille avec un quadrillage, les monuments, en fait, sont placés sur une grille, sur l'intersection des lignes. c'est pourquoi? C'est pour l'énergie tellurique? C'est pour... Alors, ça reste un grand mystère. Il peut y avoir, en tout cas, ce qu'on sait, c'est quand on se met à regarder les dimensions de les distances, et les dimensions de ces systèmes rectangulaires, on s'aperçoit que c'est en lien avec les dimensions de la Terre, souvent. On peut s'apercevoir qu'il y a des nombres qui sont évoqués dans ces dimensions, qui sont des nombres utilisés en sciences, comme le nombre pi, mais pas seulement. Donc du coup, petit à petit, moi l'impression que j'en ai, c'est qu'on a disposé des choses, et qu'en même temps on nous montre des connaissances que ces gens avaient, et c'est une façon de les archiver avec des principes géométriques. Parce qu'on sait que la transmission à l'oral peut se déformer, à l'écrit elle peut se perdre littéralement, et on peut même ne plus lire un texte d'ici quelques milliers d'années, parce qu'on ne saura plus lire l'écrit, la langue sera perdue, la connaissance des écritures pourra être perdue, alors que les principes géométriques, la géométrie et les nombres, vont rester quelque chose qui va être plus facilement transmissible dans le temps. Donc c'est une des hypothèses, c'est une piste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui ont décidé de concevoir un système et d'archiver leurs connaissances de manière géométrique et numérique, peut-être pour le transmettre. C'est une des hypothèses. Après, il peut y avoir tout un tas de choses, mais moi, je suis pas forcément en mesure de le démontrer, en fait, après. Ouais. Et d'ailleurs, là, cette géométrie se retrouve également au Mexique, sur le site de Teotihuacan. Et paradoxalement, ce qui est marrant, c'est qu'il y a également 3 pyramides, alors
du soleil, de la lune, et la troisième, c'est quoi, Quentin, le nom de la troisième? C'est le temple de Quetzalcoatl, ouais. Et ces 3 pyramides, donc mexicaines, semblent être disposées de la même manière que les pyramides de Gizeh. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que il y a 2 pyramides. En fait, c'est une hypothèse moi que j'avais creusée au départ. T'as abandonné l'affaire? Oui, je pense que c'est juste une possibilité, mais on peut pas l'affirmer. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être manqué une pyramide sur le plateau en question, sur le plateau de Teotihuacan au Mexique. Ouais. Mais ça reste une hypothèse. Et pour ça, il faudrait faire des fouilles très poussées pour voir s'il y a eu éventuellement des fondations qui ont été envisagées ou pas. Mais voilà, ça reste vraiment quelque chose d'hypothétique. Par contre, ce qui est vraiment pas hypothétique et qui est vérifiable, c'est que les unités de mesure qui sont employées au Mexique, il y en a 2 qui sont connues, c'est le mètre et le yard mégalithique. Et ça, le mètre, je pense que je reviendrai là-dessus parce qu'en fait, j'ai fait un petit documentaire là-dessus, mais qui est le premier que j'ai fait, qui est pas forcément très au point. Il y a pas mal de choses qui pourraient être corrigées. Mais j'ai retravaillé dessus et j'ai pas publié ce que j'ai retravaillé. Il faudra que je le fasse parce qu'en fait, il y a énormément d'éléments qui montrent qu'on a employé le mètre et le yard mégalithique là-bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, hein, parce que c'est pas forcément moi qui le dis à propos du yard mégalithique, c'est un archéologue qui a étudié le site et qui a dit tel que le site de Teotihuacan est conçu, on a forcément utilisé une mesure qui, pour lui, il y a une grille de mesure, c'est d'une unité de 83 cm. Et lui, il a arrondi quand il a dit 83, il a dit ben voilà, c'est en gros 83. Mais si on regarde les données brutes qu'il a utilisées, donc lui, les mesures de terrain qu'il a utilisées, c'est pas 83, c'est 82,95, plus ou moins 1/10 de millimètre. Le yard mégalithique, qu'on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est exactement le yard mégalithique. Et ça, c'est quand même très surprenant de retrouver sur un site majeur comme ça une mesure identique au yard mégalithique, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Alors, quelles seraient tes hypothèses? L'idée, c'est que en fait, le yard mégalithique, c'était, comme il l'a dit tout à l'heure Quentin, utilisé dans l'ancienne Grande-Bretagne et en Bretagne. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve cette unité de mesure à l'autre bout de la Terre, dans le Nouveau Monde. C'est bien ce que je dis. Et ce serait quoi l'explication? Alors, une des explications, en tout cas, un des indices importants, c'est qu'on a bien dit yard mégalithique, c'est une mesure qui a été trouvée pour la première fois et qui est redondante lorsqu'on étudie des systèmes où il y a des menhirs et dolmens. Or, ce qu'on ne sait pas, et qu'on ne fait pas attention, c'est que des menhirs et dolmens, il y en a sur toute la planète et dans tous les pays. Il y en a même au Japon. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a des dolmens, il y a des menhirs, et ça, on n'y fait jamais attention, on ne le sait pas. On va en retrouver également en Colombie, on va en retrouver également au Mexique, puisque aussi sur le site de Teotihuacan, il y a un archéologue qui un jour a fait une déclaration, il a dit que le site de Teotihuacan a été sacralisé bien avant l'érection des pyramides, parce qu'on retrouve partout devant les monuments des mégalithes. Aujourd'hui, ces mégalithes ont été mis dans des musées. Souvent, ils sont décorés, il y a des gravures dessus, ce qui fait qu'on ne voit plus, ces mégalithes. Et c'est comme si, en fait, les sites avaient d'abord été marqués par des monuments mégalithiques, et par la suite, on a reconstruit sur ces sites mégalithiques des sites différents, donc avec des pyramides, et du coup, on ne fait pas attention à ça. Mais, pour donner, je suis en train de préparer un film sur le Pérou et la Bolivie, où je me suis rendu l'année dernière, et le fameux site de Machu Picchu, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est une ville perdu dans les montagnes, avec le fameux... Au centre de la ville, sur la place centrale, il y avait un monolithe, il y a une pierre brute dressée. C'est un menhir. Sur la crête, tout en haut? Au plein centre de la place de la ville. Il y a une place centrale, il y avait un monolithe qui a été détruit quand le roi d'Espagne est venu un jour en hélicoptère, on a dû briser ce monolithe. Heureusement, il reste les fondations. C'était une pierre qui faisait près de 8 mètres de haut quand même. Un bon morceau. Une très très grosse pierre. Et qui était marquée là, qui marquait le centre de cette place. Et il y a de nombreux sites en réalité en Amérique du Sud, si on s'y penche, notamment la ville de Caral, qui est la plus ancienne cité connue au Pérou. Caral, c'est juste avant c'est quelques siècles avant les pyramides d'Égypte. Sur la ville de Caral, ils ont découvert les pyramides là-bas, et ils ont découvert une place avec au centre un mégalithe, une pierre dressée. Et on retrouve en réalité dans le monde à plein d'endroits des monuments mégalithiques.
Et moi, à chaque fois que j'ai étudié un site mégalithique, je me suis aperçu qu'on employait les mêmes principes géométriques pour les disposer entre eux et les mêmes unités de mesure qu'on retrouve en Bretagne et en Grande-Bretagne. Donc du coup, ce qui se dessine, c'est qu'à un moment donné, il y aurait eu un peuple qui a pu parcourir la planète, ériger des monuments mégalithiques, alors peut-être avec l'aide des gens qui vivent là-bas, mais en tout cas, il y a probablement eu une sorte de transmission d'un peuple qui avait une connaissance à l'échelle planétaire. Et c'est ça, et qui l'a transmis à l'échelle planétaire. Ouais. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est que les connaissances sont d'un très haut niveau scientifique, en fait. Ouais, mais ça peut, pour quelqu'un du 21e siècle comme nous, qui entend ça, il peut être un petit peu décontenancé en se disant mais c'est n'importe quoi, comment ça peut être possible, ces gens se connaissaient pas. Et oui, c'est effectivement très déstabilisant, mais les faits sont là, c'est-à-dire que ces monuments sont toujours là, on n'y prête pas forcément attention. Moi-même, je suis passé devant pendant des années, sans même les voir, jusqu'au jour où ma curiosité a été interpellée, et je me suis mis à pencher sur cette question-là. Et donc, du coup, je suis allé sur le terrain, j'ai étudié dans les livres, et c'est effectivement complètement déstabilisant. Et je vois pas comment, d'ailleurs, un prof d'histoire qui fait ça depuis 20 ou 30 ans, pourrait facilement, en fait, remettre en cause ce qu'il a enseigné pendant longtemps. C'est extrêmement dur au niveau émotionnel de se dire mince, il y a un truc qui m'a échappé. C'est beaucoup plus simple de mettre tout ça de côté et de se dire que tout ça c'est du n'importe quoi et de pas vraiment vouloir en discuter et voir les choses. Donc, bon, ça, je peux comprendre que ce soit très difficile pour beaucoup d'historiens de pouvoir évoquer de discuter de ces choses-là. Mais moi, je préfère la vérité, je dirais, dans ce domaine-là, à une version qui me paraît pleine de failles, quoi. Ouais. Yes. Et tu sais quoi, Quentin, on va pas faire de petites pauses musicales. Hein. Matt, il est un peu vexe, mais on va pas faire de petites pauses parce qu'il reste une dizaine de minutes. Je suis dégoûté. Et je voulais aborder avec toi, je sais pas si on aura le temps, les dimensions de l'Arche d'Alliance, parce que, enfin, tu vois, dans l'émission alternative, Quentin, on n'a pas trop l'habitude de parler de politique et de religion. Mais en même temps, là, si on parle de l'Arche d'Alliance un petit peu pour conclure cette émission, ils en parlent. Les dimensions de l'Arche d'Alliance sont données dans la Bible. Justement, ces dimensions de l'Arche d'Alliance sont de 2 coudées et demie de long sur 1 coudée et demie de large sur 1 coudée et demie de profondeur. Oui. Aussi, oui. Qu'est-ce que t'inspirent ces mesures, au-delà du fait que t'inspire l'Arche d'Alliance? On parlera pas des aliens aujourd'hui. Ouais. Les mesures. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que 1 coudée et demie par 2 coudées et demie, c'est un rapport de 3 à 5. Ouais. Donc c'est un rapport au nombre entier, et c'est quelque chose qui est redondant dans l'architecture. Le rapport 3 à 5 est un rapport redondant, c'est-à-dire c'est 5 divisé par 3, ça fait 1,666666, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est redondant. Ce qui est intéressant et qui est délicat, c'est quelle est la coudée employée, en fait. Moi, du coup, je n'ai pas trouvé les dimensions exactes des monuments qui sont présentés comme l'Arche d'Alliance. Je crois qu'il y en a un à Paris. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est pouvoir connaître exactement les dimensions de cet objet. Mais en tout cas, si c'était des coudées royales, par exemple, égyptiennes, on s'apercevrait que ce coffre, en fait, donc on a dit, fait 1 coudée et demie de large par 1 coudée et demie de haut. Du coup, ça fait une face carrée. Donc, on a donc une face qui est carrée. Et dans ce cas-là, la diagonale de ce carré fait 1 mètre, 11 centimètres et des poussières. Et ça, c'est intéressant parce qu'il se trouve que 1 degré de méridien, ça fait 111 kilomètres et des poussières. Exact. Donc ça, c'est une première observation si on mesurait un coudée royal. Après, il faudrait tester, et je l'ai pas fait en fait, toutes les coudées anciennes, pour voir ce qui se passe si on prend ces proportions données, c'est-à-dire 1,5 par 1,5 par 2,5. Est-ce qu'on doit observer effectivement des relations liées à la géodésie? Est-ce que le volume de l'objet mesuré
en coudée royale ou etc. Pourrait nous révéler quelque chose. Donc ça c'est quelque chose, je dirais, qui serait à faire, parce que moi j'ai pas énormément creusé en fait là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est l'idée effectivement du fait que c'est pas que le trésor n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est le contenant qui est le trésor, et ce sont les mesures en fait qui peuvent nous révéler l'information. Et c'est peut-être ça qui explique qu'en Égypte, à chaque fois que les historiens et les égyptologues découvrent une salle avec un sarcophage, que le sarcophage est vide. Il n'y a rien. Et même lorsqu'ils découvrent à côté de la pyramide de Khéops, un jour, ils ont redécouvert un sarcophage qui n'a jamais été ouvert. Ils ont invité la presse pour l'ouvrir. Ils ont ouvert le sarcophage, il était vide. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous servir de leçon, parce que le trésor, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est peut-être simplement les dimensions. Il faudrait étudier les dimensions de ces objets pour en comprendre peut-être quelque chose qui nous échappe, un ensemble de principes qui sont là, juste sous nos yeux. Et donc ça, c'est une piste, en tout cas, à creuser. Et bon, le sujet est vaste, quoi, mais je saurais pas quoi dire de plus, en fait, sur l'objet tel que, avec les informations qu'on a là, en fait. Eh ben, en tous les cas, avec les informations qu'on a, pour ceux qui potassent la Bible, quand il y a marqué que les Philistins sont à 50 coudées ou à 100 coudées, en même temps, on peut faire un rapide calcul et de se dire que 100 coudées, c'est 52 mètres et 36 centimètres, par exemple. Ça peut être pas mal d'avoir ce rapport en tête. Allô? Oui. Ouais, enfin bon, en même temps, c'était pas l'info cruciale de la soirée, là, ce que je viens de dire. Non, mais c'est clair, parce que, mais en même temps, je veux dire, voilà, la coudée, c'est écrit partout, mais personne n'arrivait jusqu'à présent à mettre une valeur dessus. Alors, énormément de personnes disaient que c'était compris entre 50 et, et 54, ils donnaient une échelle de valeur. Mais je pense que ce soir, avec les différentes coudées qu'on a expliquées et les différentes mesures qu'on a données, on peut avoir une idée un petit peu plus précise des mesures anciennes, quoi. Ouais. Clairement. C'est-à-dire que une des erreurs qu'on fait souvent, c'est se dire les coudées, elles ont varié parce qu'à l'époque ils n'étaient pas très précis, alors ça fait entre 52 et 54. Alors qu'en fait, souvent, il y a bien une intention de départ de faire une mesure précise. Et parfois, si ça varie beaucoup, c'est pas que c'est une erreur, simplement c'est qu'on a créé une autre coudée. Il y a une relation numérique et géométrique entre ces deux mesures. Et en fait, il faut juste voir, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a une coudée qui ferait 2 cm de plus que l'autre. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'il y a une raison géométrique? Est-ce que c'est un rapport au nombre entier? Il faut regarder ce que ça peut donner. Mais quand on fait ça, on s'aperçoit que ce qu'on pense être des mesures imprécises parce que les gens n'étaient pas très précis, qu'en réalité, on s'aperçoit que les mesures sont reliées entre elles par des principes tout simples où on va retirer ou ajouter une unité. Ouais. Et ça, c'est un regard qui n'est pas porté parce que dès le départ, on considère que les gens d'avant n'étaient pas des gens très pointus en sciences, que c'était approximatif, etc. Et c'est peut-être une grosse erreur, sur ce postulat-là, on n'a aucune chance de commencer à comprendre pourquoi les mesures ont pu exister avec différentes variantes. D'où l'intérêt de la visée au laser. De bien maîtriser les maths, parce que moi en maths, j'étais pas un bon élève, je comprenais pas. Et, non plus. Et quand et même je disais à mon prof, je disais mais les maths ne servent à rien. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure, aujourd'hui, tu t'aperçois que les maths, en fait, c'est comme le français ou l'anglais. C'est comme la philo ou la physique. Non, c'est un langage. Et c'est justement à travers ce langage universel que les messages peuvent être délivrés, quel que soit l'endroit où tu te trouves, en fait, sur le globe. Clairement. Bah oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, et les anciens, en fait, ils utilisaient pas ces mathématiques que pour faire des mesures. Parce que là, on ne développe pas ça, mais en fait, ils utilisaient les mesures, la géométrie, pour relier la Terre et le ciel. Donc, autrement dit, on va relier, pour relier l'astronomie, si tu veux, par exemple. Dans ce qui est en haut et en bas, là? C'est-à-dire que le soleil, lorsqu'il se lève au moment du solstice, par rapport à l'axe est-ouest, il forme un angle.
Et cet angle-là, en fait, il va être l'angle d'une figure géométrique particulière. À différents endroits de la Terre, on n'aura pas le même angle. Et donc, on s'aperçoit que les anciens, ils construisaient les temples à des endroits où, lorsque le soleil se lève au solstice, il va se lever dans un angle bien particulier. Et ça, c'est des principes qui sont aussi importants parce que ce sont des choses qui nous touchent, en fait. Lorsqu'on prend le temps de regarder ces choses-là, un lever de soleil est une chose simple. On ne prend plus le temps d'aller regarder le soleil se lever, même la lune se lever, c'est des choses qu'on fait rarement dans la vie. Et c'est des choses, en fait, qui nous touchent. Quoi qu'il arrive, on est rarement insensible à ce genre de choses, et c'est quelque chose qu'on a perdu, et je pense que c'est quelque chose que les anciens faisaient très bien, d'être très sensibles à leur environnement. Donc, c'est plus que les mathématiques ont servi, si tu veux, à transmettre les choses, c'est une autre forme d'écriture, mais c'est aussi une façon de nous faire réfléchir de manière simple, en fait, parce que c'est relativement simple, en fait, les principes qui sont employés. Ça nous paraît compliqué parce que là, on est à la radio, on n'a pas d'exemple. Si on avait juste un tableau, on verrait que c'est que des carrés et des triangles, et qu'en fait, c'est extrêmement simple, tout ça. Eh ben, écoute, en tous les cas, au niveau simplicité, j'espère que pour les auditeurs, on leur a permis, comment dire, d'avoir un accès assez direct à ces informations. Et j'ose espérer que ton intervention ce soir, Quentin, à la radio, donnera envie à certains auditeurs de se pencher là-dessus, parce que c'est une réelle aventure. Moi, je l'ai commencé aussi, cette aventure, il y a quelques années, un peu comme toi, et je pense d'ailleurs à la base pour les mêmes causes. Et c'est, comment dire, tu vas de découverte en découverte, tu rebondis d'information en information. Et franchement, en toute humilité, j'ai l'impression que ça te permet de mieux comprendre un petit peu le monde, le fonctionnement de la Terre, de l'espace, des astres. Et c'est magique. Et je sais pas toi ce qui t'intéresse dedans à la base, mais je trouve ça magique, moi. À la base, si on a une minute. Vas-y, il nous reste une minute, ça tombe bien. J'ai compris ça. C'est que je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose d'important qui nous avait échappé dans l'histoire, et que l'histoire, elle n'est pas aussi, je dirais, sombre telle qu'on nous la présente. Et que ces gens qui ont pensé tout ça, et qui l'ont répandu sur l'ensemble de la planète, c'est pas aussi, je dirais, l'image qu'on se fait de l'humanité est relativement sombre, c'est les guerres, la famine, les rois, les tyrans, etc. Et qu'aujourd'hui, on serait le mec plus ultra. C'est une image qui m'apparaît beaucoup moins vrai maintenant quand j'ai étudié un petit peu ces cultures anciennes et la façon qu'ils avaient de transmettre leur connaissance. Et ça, c'est quand même très important parce que ça permet de penser différemment notre capacité à agir dans le monde. Si les anciens ont pu le faire avec des moyens simples, nous, on est totalement en mesure de pouvoir le faire aujourd'hui, ouais, bien sûr. Simplement, enfin les centres d'intérêt d'aujourd'hui, c'est peut-être pas les mêmes qu'il y a 6000 ou 2000 ans, et malheureusement, enfin les gens aujourd'hui sont trop ancrés dans leur petite télé, dans leur petite console de jeu, dans leur petit truc perso, et ça c'est bien dommage. C'est vraiment un truc à titre personnel, je conseille à tout le monde de jeter un œil là-dedans, parce que quand on y met un doigt, et ben on y met un empan, en fait, on y met une coudée. Et c'est passionnant, c'est passionnant. On aura compris ta grande passion. Exact. Pour ce sujet. Et ben c'est pour ça que je suis très content que Quentin, tu sois intervenu ce soir pour éclairer les auditeurs. T'as vu, j'ai rien dit, j'ai pas fait de blague, rien. Voilà, c'est la première émission. Tu t'es bien conduit, Matt, ce soir. Et j'en profite, Quentin, pour te remercier très 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 chaleureusement là pour être intervenu à cette heure tardive à la radio. Et j'espère qu'on aura, pourquoi pas, l'occasion prochainement, ou quand tu en auras l'envie, d'approfondir encore un peu le sujet, parce il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé qui sont aussi très 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 intéressantes, notamment par rapport au message dans les étoiles, la disposition des étoiles. Tout ça, c'est super intéressant. On en reste là pour ce soir, Quentin ? C'est parfait. Eh ben écoute, c'est parfait.
Et puis je te souhaite une excellente nuit. Et puis on se revoit très 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 bientôt. On s'en reparle très 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 bientôt.